in the hospital, and yet represent a tremendous disease burden globally, and in terms of 1-year prevalence rates for any psychiatric disorder. So you're inevitably going to be seeing psych patients, whether you like it or not. Bon. Encore une fois, je sais que vous n'êtes pas psychiatre, mais la maladie mentale représente un fardeau de maladie qui est assez important et c'est inévitable que vous allez rencontrer des cas de maladie mentale dans votre pratique et je pense que c'est important que vous sachiez les reconnaître. So I started the presentation with 3 cases. I won't read them, but I tried to make them general and pertinent to the work that you guys do. So this is an older woman with a lot of chronic medical problems who's confused and whose sleep is disturbed. Bon, alors j'ai bâti la présentation sur 3 cas, des exemples. Ici, on parle d'une dame de 67 ans qui a différentes maladies chroniques, mais elle est aussi, elle a des problèmes de sommeil. Son sommeil est dérangé. Case 2 is a younger man who is in a motor vehicle accident, and after his emergency surgery, he's also very confused and also violent and agitated. Donc, le deuxième cas, c'est un jeune homme qui a eu un accident de voiture et lorsqu'il s'est réveillé d'une chirurgie urgente, il était violent et confus. Case 3 is a middle-aged woman with schizophrenia who has behavioral changes in the context of getting tuberculosis medication, psychiatric medication, and also sleep medication. Bon. Le troisième cas, c'est une femme dans la quarantaine qui souffre de schizophrénie, mais elle est aussi traitée pour la tuberculose et elle prend des médicaments pour dormir et elle aussi, elle est confuse. So what's happening in all these cases? Of course, it's delirium. That's the topic of our conversation today. Bon, alors, qu'est-ce qui se produit dans chacun de ces cas? Bien sûr, c'est le délire, puisque c'est le sujet de notre présentation. So what is delirium? It's not a specific disease, but it's a syndrome, so a cluster of symptoms that define the syndrome of fluctuating cognitive impairment that's acute rather than chronic. Bon. Alors, qu'est-ce que le délire? Le délire, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un syndrome, un groupe de symptômes qui affectent la cognition et aussi la vigilance. So, delirium has can include a bunch of different symptoms, and I've listed them here. The most important is that someone has poor attention, and that they're confused. And confusion occurs in many ways, right? One can be forgetful, or one can not be awake and alert. Those are both different kinds of confusion. It's rapid onset, so it happens right away, generally speaking, and it doesn't last for months. It usually lasts hours to days to weeks, and it's important to keep in mind that these clinical signs fluctuate. They get better and worse over the course of the day. Bon. Alors ici, j'ai une liste des symptômes de délire. Et les plus importants, c'est le fait que c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui va durer quelques heures ou quelques jours, et puis et qui va montrer des fluctuations dans la vigilance des personnes, et on va voir aussi qu'ils sont confus. Okay. More features. So we think of delirium as a problem with the brain. But that can often manifest in problems with behavior. So often patients are hyperactive or hypoactive.
they can be agitated or even violent. They can have emotional lability, and their sleep disturbances are pronounced. People often are awake in the nighttime and sleep during the day. Bon. On croit que le délire, ça se présente comme des pertes de vigilance ou de mémoire, mais il y a aussi des comportements. Par exemple, les gens peuvent être hypoactifs ou hyperactifs, ils peuvent être agités, ils peuvent être violents. Aussi, leurs émotions peuvent fluctuer, ils peuvent avoir peur ou être euphoriques. Et il y a aussi un dérangement dans leur sommeil. Par exemple, ils peuvent être réveillés toute la nuit et dormir le jour. So, why does this occur? It's not entirely clear. Acetylcholine, which is an important neurotransmitter, clearly plays a role, and we know that because acetylcholine is responsible for memory, and when you give someone an anticholinergic medication like diphenhydramine, they get more confused. Ce qui va causer le délire, bon, il y a différentes choses, mais entre autres, il y a des médicaments, par exemple, les anticholinergiques vont causer des problèmes parce que l'acétylcholine joue un rôle dans la mémoire ou l'attention, et quand on donne un anticholinergique, ça dérange ça, et c'est pas une bonne idée de prendre, par exemple, la diphénhydramine parce que ça va causer une confusion. Likewise, delirium often happens when people are sick, physically sick. So there's some thought that the inflammatory response may have something to do with people getting confused in the context of delirium. Bon, aussi, on pense que quand une personne est malade, physiquement malade, on croit que l'inflammation va causer un problème chez les personnes. Ça peut causer le délire. Okay. So, how do people get delirium? There's many different reasons that might be feeding into why delirium develops. Certainly being physically ill with infection, associated dehydration or metabolic disturbances, hyper and hypocalcemia, hyper and hypoglycemia, long length of stay in the hospitals associated with delirium, and certainly having many drugs on board in the care of a patient is associated with delirium. Bon, alors, ce qui peut causer le délire peut être une infection, des maladies du cerveau, la déshydratation, un trouble métabolique, la malnutrition, l'immobilité, un long séjour à l'hôpital, et aussi la polypharmacie ou en fait une personne qui prend beaucoup de médicaments. And it may not be just one thing going on with a patient, but many things going on. So often people who are in the hospital for a long length of stay may have a serious medical condition, right? So the two things are working together. Bon, et naturellement, c'est pas juste un de ces facteurs-là, ça peut être une combinaison. Par exemple, une personne qui est restée longtemps à l'hôpital, ça peut être une personne qui a une maladie grave aussi. Alors, les deux peuvent contribuer au délire. Polypharmacy is a tremendous problem, and practically any drug can cause delirium. So I have a long list of them here, but please do not remember this list. Just keep in mind that many drugs, and especially drugs in combination because of drug-drug interactions, can cause delirium, but particularly drugs that affect the patient's cognitive state are big offenders. So that would be drugs like opiates, benzodiazepines, anticholinergic medications, and many others. Bon, j'ai ici une liste de médicaments qui peuvent causer le délire. Ne les mémorisez pas,
Mais je voulais vous donner une idée. Il y a énormément de médicaments qui peuvent causer du délire et c'est pour ça que la polypharmacie est un problème à cause des médicaments, mais aussi des interactions entre chaque médicament. Et plus un patient prend de médicaments, plus il y a des chances d'avoir des problèmes avec le délire. Ceux-là qui sont les médicaments qui sont les plus à même de causer ces problèmes-là, ça peut être les opiacés, les anticholinergiques, les anticonvulsants, les antidépresseurs, les médicaments contre l'hypertension, les agonistes de la dopamine, les hypnotiques, et tout médicament qui est actif sur le système nerveux central, comme exemple, comme le lithium. In fact, I listed anticholinergic medications in a separate slide just because they're so prevalent and so important. Diphenhydramine we would consider sort of the anticholinergic medication, the one that is most obviously an offender for affecting cognitive status, but there are many other medications that can do the same thing, that have anticholinergic properties. Bon, ici j'ai fait une diapositive séparée pour les anticholinergiques. Par exemple, la diphénhydramine va causer des problèmes au point de vue de la cognition, mais il y a beaucoup d'autres médicaments qui ont des effets semblables à ceux des anticholinergiques qui peuvent aussi affecter la cognition. Also, I specifically put down both the older first-generation antipsychotics, like Haldol or haloperidol, but also the second-generation antipsychotics, such as risperidone, olanzapine. Both of them can cause an anticholinergic deliriogenic reaction. Bon. J'ai aussi mentionné les médicaments antidépresseurs de première génération et de deuxième génération. Ces deux classes-là peuvent causer des problèmes de délire. Okay. Other branches of medicine call delirium by multiple names. So neurologists call delirium encephalopathy or encephalitis, but these are other terms that you may see that are synonymous with delirium, the word that psychiatry uses. Bon. En psychiatrie, on utilise le terme délire, mais d'autres spécialités vont donner un nom différent au même problème. Par exemple, les neurologues vont parler d'encéphalopathie, mais ce sont tous des synonymes de délire, qui est le terme que les psychiatres utilisent. Okay, if you're on the inpatient unit in the hospital, the nurse might tell you that the patient is confused. Bon, alors si vous êtes dans un département à l'hôpital, l'infirmière pourrait vous dire « Ah, le patient est confus ». But when you're in the outpatient clinic, the family of the patient or possibly the patient themselves will tell you that they don't feel like themselves or they're not acting like themselves. Par contre, lorsque vous êtes en clinique externe, le patient pourrait vous dire « Je suis pas moi-même » ou bien c'est la famille qui va dire « Ma mère ou mon père n'est pas lui-même ou n'est pas elle-même » ou bien a un comportement étrange. Okay, so who gets delirium? The fact is that everybody gets delirium. Anybody who is sick in practically any way has the chance of getting delirium. So I wrote down some statistics here. It's a very common problem, up to 70% of ICU patients, but even patients who are discharged right back to the community are still at a fairly high risk of having delirium. Bon, alors qui est atteint de délire? Tout le monde. C'est-à-dire que quand une personne est malade, cette personne est à risque d'être atteinte de délire. Ici, j'ai mis des statistiques. Par exemple, il y a 70% des patients aux soins intensifs vont être atteints de délire
Et même une fois qu'ils ont leur congé d'hôpital et qu'ils retournent dans leur collectivité, 10% d'entre eux peuvent en être atteints. Okay. And who gets delirium? Old people get delirium, sick people get delirium, frail people, right? So that might include old people or sick people, or people whose brains are not functioning even in the best of circumstances. So they have Parkinson's, they have dementia, they have a psychiatric problem like schizophrenia or bad depression. These are the people who are at risk for further brain confusion. Alors, il y a des prédispositions, des gens qui ont, par exemple, de la schizophrénie ou bien des lésions au cerveau, différents problèmes de santé peuvent avoir déjà une prédisposition à être atteints de délire. So it's the people that you would expect. It's also the people who are going to inevitably be in the hospital. Alors, ce sont des gens que vous attendiez à ce qu'ils soient hospitalisés tôt ou tard, et ce sont ces personnes-là qui risquent d'être atteintes de délire. Okay. Aspects that put people at risk of delirium are also fairly obvious. So older people, people who have brain problems to begin with, people who've had delirium in the past are more likely to have delirium in the future, people who have problems with alcohol and other kinds of drugs, people who are chronically sick, people with cancer, in pain, and sensory impairment, people that can't walk around, that can't see or hear. Bon, alors les facteurs qui prédisposent. Bon, alors les personnes âgées, les personnes qui sont fragiles, des gens qui ont des dommages au cerveau déjà, qui ont déjà été atteints par le délire, des gens qui sont dépendants à l'alcool, qui ont des maladies chroniques, le cancer. When you say pain, do you mean chronic pain? No, it can be chronic pain, but it could also be acute pain. OK. Alors aussi la douleur, soit la douleur chronique, soit la douleur qui aiguë. Et ensuite, des gens qui ont des dérangements sensoriels, par exemple, qui sont paraplégiques ou qui sont aveugles. If you think about the patients that you have in the hospital currently, I'm sure that most of your patient panel has one or more of these problems going on. So that should make you think about how they are functioning cognitively and whether or not they have delirium. Si vous songez à vos patients qui sont hospitalisés présentement, il y en a sûrement qui correspondent à ce tableau-là. Alors, c'est certain qu'il y en a dans ceux-là qui vont être atteints de délire. Okay. The differential diagnosis for delirium is quite broad in many ways because many things, of course, make people confused. But you should always think about the 3 Ds, as we call them in psychiatry: dementia, delirium, and depression, which can often look like each other and are often comorbid. So that's important to remember. Bon, could you repeat that, please? I'm sorry, I lost track. No, that's quite all right. That's quite all right. When you think about confusion, right, patients who are in a confusional state, acute confusional state, when you're compiling a differential diagnosis, you should always think of the 3 Ds. So in psychiatry, we think of dementia, depression, and delirium. They often are comorbid, so they often run together, and they share a lot of symptoms in common. Bon. Alors, quand il y a des gens qui vont être atteints de délire, il faudrait, pour faire un diagnostic différentiel, il faut considérer qu'il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent présenter des symptômes similaires, comme par exemple des gens atteints de démence ou de dépression, d'autres troubles de psychologie, quelqu'un qui a eu un AVC ou des convulsions, ou des gens qui ont des lésions cervicales. But essentially, any
problem that might be affecting one's cognitive status, any kind of brain problem, any kind of psychiatric problem can also look like delirium. So, en vérité, tous les problèmes de santé qui vont déranger le cerveau, qui vont s'en prendre au cerveau, vont présenter des symptômes similaires à ceux du délire. I'll point out seizures in particular, right? Because people are acting bizarrely often during their seizure and when they're post-ictal. So that's important to rule out. Bon. J'aimerais souligner en particulier les convulsions, parce que les gens qui font une convulsion, souvent ils ont un comportement étrange, et aussi peu après, mais il faut s'assurer que la personne, il faut être capable d'éliminer la cause, la convulsion comme cause, avant de dire que c'est le délire. Okay, dementia versus delirium. I think this is a particularly important slide. You guys probably see many old and sick people who have dementia. But the reason that dementia is different from delirium is that delirium is acute onset and there's a fluctuating course. Individuals get better and worse. They appear more confused, but then they appear more like themselves, more at their cognitive baseline. Dementia is a chronic and progressive course of cognitive decline. It only gets worse. It never gets better. Bon, alors, la différence entre la démence et le délire. En ce qui concerne la démence, ce qui est important de se souvenir, c'est que la démence, c'est un déclin cognitif qui est progressif. Et ça ne s'améliorera pas. Ça va continuer à décliner. Alors que le délire, c'est une dysfonction cognitive qui est aiguë et qui fluctue. Ça va s'améliorer. Ça va revenir peut-être. So if you come to visit your elderly patient in the hospital and they're looking very confused, if you see them at one point in time, they could have delirium, but they could also have dementia. It's hard to say. You would have to come back and see them again later in the day to see whether their mental status has changed. And that will help you to elucidate the underlying disease. Bon. Si vous allez voir votre patient, la personne est confuse. Alors, ça peut être la démence ou ça peut être le délire. Et pour être capable de diagnostiquer de quoi il s'agit, il faut revenir plus tard dans la journée et revoir le patient et voir si son état mental a changé. Quand il s'agit de délire, étant donné que ça fluctue, la personne peut être mieux à un autre moment de la journée. C'est ce qui va vous aider à faire la différence. All right, so why is this such a big deal? It's just a little confusion, right? Who cares? You care because delirium is a bad prognostic sign. The presence of delirium increases the chance of morbidity and mortality in patients, both acutely in the hospital, but also more chronically after they leave the hospital. So it's a bad sign. Alors, pourquoi s'en soucier du délire? Parce que le pronostic n'est pas très bon. Les patients qui ont eu un épisode de délire ont un taux de mortalité de 25 à 33% dans les 3 mois. Et au bout d'un an, le taux de mortalité peut arriver à 50%. If you think about it, confusion is end organ dysfunction, right? Doctors get really upset if you see a transaminitis, for example, that's getting worse and worse. That means that the liver is potentially failing. But doctors have the tendency to see a patient who's confused and just dismiss it
as a normal part of getting old or a normal part of being sick. But the fact is, this is the most important organ up here. So if you're getting confused, that's a sign that your brain is dysfunctioning. Les médecins vont souvent voir un patient, ils vont dire, ah oui, ah, cette personne-là a un problème de foie ou autre chose. Et quand les patients sont confiants, on se dit, ah oui, mais ça fait partie du vieillissement. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le cerveau, c'est l'organe le plus important. Alors, quand il y a un problème, il faut s'en soucier. So, how do we ascertain what's going on with a patient? There's a couple of steps to figure out whether someone is potentially having delirium. And actually, I'm going to talk about 2 tests that you can do. But the first most important aspect of this is thinking that what you are seeing may in fact be delirium. And once you have a suspicion of that, then you have to treat the underlying medical problem that is causing the delirium. Bon. Alors, il y a quelques étapes pour être capable de découvrir si c'est le délire. La première chose à se souvenir, c'est de penser que oui, ça pourrait être du délire. Et une fois que vous avez pensé à ça, il faut trouver la cause sous-jacente, la maladie sous-jacente qui est la cause de ce délire. So, I won't talk through this slide, but it's important to take a good history of a patient. What is their baseline mental status, right? Do they always look the way they look right now? Or is the way they look different? And if it's different, has this been going on for a long time or a very brief period of time? It's also important to do a good chart review. What kind of medical problems does the patient have, right? What kind of medicines do they take that might be contributing to this change in mental status? Bon. Ce qu'il faut faire lors de l'évaluation, c'est premièrement vérifier c'est quoi le point de référence du patient au point de vue de son état de conscience ou de sa cognition. Est-ce que le patient, au moment où vous le voyez, il est comme d'habitude ou il est différent? Et puis, s'il n'est pas comme d'habitude, depuis quand est-ce que ça dure? Est-ce que ça lui est déjà arrivé? Est-ce que cette personne a des maladies chroniques ou des troubles neurologiques? Et aussi, il faut savoir, est-ce que le patient prend des médicaments? C'est important de bien revoir, de bien examiner la fiche du patient. Ça va vous donner des indices. Sorry. If you think back to the beginning of the presentation, I talked about how delirium is a problem with essentially memory and attention. So memory and attention tests can help you to figure out whether someone is having cognitive dysfunction that's specific to delirium. So I will point out that one test you can do is the mini mental status exam. Pretty quick test out of 30 points, and if someone scores a 24 or below, then they're having some kind of brain dysfunction. But other tests of attention, such as asking them to spell the word world backwards, or the days of the week or the months of the year backwards, those are tests of attention. So those can be helpful tests to figure out whether someone is delirious. Bon, alors, il y a certains tests. Si vous vous souvenez, au début de la présentation, j'ai mentionné que le délire, c'est un problème d'attention et de mémoire. Alors, on peut administrer des mini-tests de l'état mental et aussi d'autres tests d'attention. Par exemple, on peut demander aux gens de dire à l'envers, si on peut dire les jours de la semaine, et dans l'ordre inverse, ou bien les mois de l'année aussi en ordre et en ordre inverse. Another test that has been validated to assess for delirium is called the CAM, the Confusion Assessment Method. It's pretty simple, although honestly I use the mini mental status exam more often. But if you ascertain that someone is inattentive
and they have an acute onset and a fluctuating course of their confusion. And then also they're either disorganized in their thinking or are essentially not awake and alert. That would indicate that the patient has delirium. Bon. Alors, si vous remarquez qu'il y a une apparition sur une forme sévère et une évolution fluctuante de la confusion, ou si la personne n'est pas vigilante, elle est inattentive, ou bien qu'elle est y a une altération de son état de conscience, vous êtes pas mal certain que c'est un problème, que c'est le délire. So how do we treat delirium? The better question is, how can we prevent it to begin with, right? Because if a patient has delirium, that's already a very bad prognostic sign. So it would be best to try and prevent delirium before it starts. And how do you do that? You try and make sure somebody is oriented, and also to avoid deliriogenic elements, such as giving someone many drugs that affect cognitive status, keeping someone awake at night when they should be sleeping, restraining somebody, all of that can contribute to delirium. Bon, en ce qui concerne la prévention et le traitement, comment on traite le délire? La première chose à faire, c'est plutôt de le prévenir parce qu'une fois qu'une personne est atteinte de délire, le pronostic n'est pas très bon. Alors, en ce qui concerne la prévention du délire, il faut orienter le patient à l'aide de choses comme des calendriers, des horloges, les placer près d'une fenêtre, des endroits et des objets familiers, des personnes familières. Si la personne ne voit pas bien ou n'entend pas bien, lui donner ses lunettes et ses prothèses. Aussi, il faut absolument éviter tout ce qui peut causer le délire, comme par exemple beaucoup de ce qu'on appelle la polypharmacie, une grande quantité de médicaments différents qui peuvent certainement causer le délire. I mentioned that patients who have sensory disturbances are at risk for delirium. So if someone needs glasses to see or they need a hearing aid to hear, they should have access to those things. It'll keep the patient oriented. Bon, en ce qui concerne l'orientation, si une personne a besoin de ses lunettes ou qu'elle a des problèmes d'audition, ils doivent absolument avoir accès. On doit leur donner leurs lunettes et leurs prothèses auditives parce que ça va les aider à rester orientés. And if you can put a patient near a window, in our hospitals are often built without a lot of windows, but I always ask if I have a patient who's confused that they be in the bed closest to the window because the cycle of light and dark over the course of the day helps to orient patients to day and night. Les hôpitaux n'ont pas nécessairement beaucoup de fenêtres, mais quand j'ai un patient qui est confus, je demande toujours qu'on le place dans le lit qui est près de la fenêtre parce que le cycle de la lumière du jour et de la nuit, ça les aide à rester, à réguler leur sommeil au lieu d'être réveillés toute la nuit et de dormir le jour. Être près d'une fenêtre, ça va les aider à rester ancrés dans le cycle normal du jour. There's no evidence to show that giving medication prophylactically is helpful, unfortunately. And there's not great evidence, but there is some evidence to show that low-dose Haldol, which is, of course, a first-generation antipsychotic medication, can be helpful not for the cognitive disturbances in delirium, but in the behavioral disturbances. Rien ne prouve que les médicaments prophylactiques, soit les inhibiteurs de cholinestérase ou les antipsychotiques, préviennent le délire. Mais il y a quand même quelques éléments qui indiquent qu'une faible dose d'aldol peut aider dans le cas d'altération du comportement, dans les cas de délire. The best advice I could have for you is to point out that you should
try and treat whatever the underlying medical illness is that might be contributing to brain dysfunction. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer d'identifier les maladies sous-jacentes qui pourraient contribuer au délire et de les traiter. Certainly, there are drugs to avoid giving to attempt to prevent delirium before it starts. Essentially, any drug that may affect one's cognitive status is a drug that may lead to delirium. Bon, alors, il y a des médicaments qu'on doit éviter et tous les médicaments qui altèrent la perception vont contribuer au délire et il faut absolument les éviter autant que possible. So, drugs that calm people down, like benzodiazepines, drugs that provoke sleep, like diphenhydramine, drugs that even in the best of times can make people confused. These are all drugs ideally you want to limit or avoid entirely. Bon, alors les médicaments qui vont calmer comme les benzodiazépines ou les médicaments comme la diphenhydramine qui vont rendre les gens somnolents, ce sont tous des classes de médicaments qu'il faut éviter ou au moins limiter. So back to the cases that we had at the beginning. The first case was an old woman with a lot of chronic illnesses, and now she has changes in her orientation, her alertness, and her sleep. So again, this is likely delirium, and how do we intervene productively here? It would be helpful to try and reorient her as much as possible. Bon, alors, il faut, si une personne la personne est âgée et atteinte de plusieurs maladies, puis maintenant elle est délirante et il y a des changements dans l'orientation, comme la vigilance et le sommeil, ce qu'il faut faire, c'est de l'orienter en la plaçant près d'une fenêtre et demander aux infirmières et à la famille de venir la voir fréquemment et d'interagir avec elle et d'éviter aussi les médicaments qui causent le délire. Okay. Case 2. Case 2 is a young man who was in a serious car accident and then got surgery, right? And now he's very agitated and he's pulling out his lines and trying to leave the hospital. So because he's agitated and that can be dangerous for both the staff and the patient, you should try and orient him, but he may need to get a little bit of haloperidol so that he's calmer and less aggressive. En ce qui concerne le deuxième cas, c'est un jeune homme en bonne santé, mais qui a eu une chirurgie à la suite d'un grave accident de voiture. Maintenant, il est délirant et agité. Il est atteint de délire agité. Alors, il faut absolument s'assurer qu'il est en sécurité et que le personnel aussi est en sécurité. Alors, on l'oriente, on évite la polypharmacie et les médicaments qui causent le délire, mais aussi on lui donne une faible dose d'aldol pour contrôler ses comportements dangereux. Okay. Case 3 is a person who has tuberculosis, but she also has a psychiatric problem, right? She has schizophrenia, a serious psychiatric problem. So she was taking medicine for both her medical problem and also her psychiatric problem, and then the family also gave her a sleeping medication. So you should think, is this person on too much medicine, and is the medicine interacting in such a way in her body as to make her confused and affect her cognitive status? Bon. Le troisième cas, c'est une personne qui souffre de tuberculose, mais qui a aussi un sérieux problème psychiatrique qui est la schizophrénie. Et la famille lui a donné un médicament pour dormir en plus de ses médicaments habituels. Alors, ici, il faut se demander, est-ce qu'elle a trop de médicaments et est-ce que c'est pour ça qu'elle est délirante? Alors, il faut vérifier ce qu'elle prend et puis enlever ce qui peut être une cause de délire. Okay. That's it. I wanted to leave time for questions if you have any. This is a topic I think that's not talked about enough.
but inevitably you're going to see this problem. You may have already recognized it, and you're going to continue to see it. So I thought it was important enough to take up your guys' very busy time. But if there's any questions, I'd be happy to speak for a few minutes before you have to go. Bon, alors, I unmuted them in case you guys were wondering. Oh, good. Thank you. Yeah, you can go ahead, Doris. Sorry for interrupting you. OK. Le docteur Blacksin est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Comme je vous demande d'habitude, est-ce que vous voyez si vous pourriez les taper parce que souvent le son se coupe au milieu de vos phrases et puis il faut que je vous fasse répéter souvent. Alors, si vous pouvez les taper, ça va mieux aller pour que je transmette vos questions et les réponses. I've asked them to type the questions because quite often when they speak, the sound cuts off mid-sentence and I have them repeat a million times. So okay, that's annoying. When I read, then it can't sure. Sure. Hello, bonjour. Hello. Hello. Bonjour. Vous avez posé la question? Vous avez posé la question? Je n'entends pas. Je n'entends pas du tout la question. Je sais qu'il y a quelqu'un qui parle, mais c'est très faible. La question c'est est-ce que le délire dépend du fonctionnel du patient? OK, la question, vous avez dit le délire, et ensuite j'ai entendu passe. Entre les deux, rien du tout. Est-ce que le délire dépend du cycle nictural du patient? OK, est-ce que le délire dépend du style de... Du cycle nictural du patient. That's weird. Bon, écoutez, le son, comme d'habitude, se coupe au milieu de vos phrases. Alors, si vous voulez bien, cliquez sur l'onglet chat et écrivez votre question. Comme ça, je ne vous ferai pas répéter 5 ou 6 fois. You said something about does delirium depend on, and then the rest I didn't hear, and the last word was station. So that's why I've asked them to use the chat button and write it down. Yeah. That way we never miss. Okay, does delirium depend on the day-night cycle? It's highly affected by the day-night cycle. As medical professionals, we discount how important regular sleep is for our patients. And of course, in the hospital, the nurses are poking patients all night long to get blood and to check for blood pressure and vital signs. And then we interrupt their sleep, which is problematic because bad sleep contributes to delirium. Bon, alors ce cycle lectural affecte la cognition, affecte le délire parce que souvent les patients hospitalisés, les infirmières vont aller les voir la nuit pour vérifier leurs signes vitaux, ça interrompt leur sommeil et une mauvaise qualité de sommeil, ça va contribuer au délire. So if you can
try and contribute to your patient getting better sleep, to tell the nurses to leave them alone at night, and to make sure they're sleeping at night, and then that they're awake during the day and not napping. That will help keep their brain on task. That will help to orient them. Bon. Alors, c'est important de demander aux infirmières, lorsque vous avez un patient délirant, de ne pas les déranger pendant la nuit et de s'assurer qu'ils restent éveillés pendant le jour et ne font pas de sieste. Ça va aider leur cerveau à rester orienté. Okay, there's another question. Asking if the prognostic in delirium, does it depend on the age? What was the first part of the question? Does the prognostic depend the prognosis of the delirium? Okay. Yeah, on the age. Okay. I'm hesitating because when people are older, right, they tend to have more brain and medical problems to begin with. So people who are elderly tend to be sicker and to be more at risk for delirium. I don't know that the prognosis is so much worse just because you're old, but being old tends to put you at risk for many things that worsen your prognosis. Bon. J'hésite un peu à vous... il faut nuancer ma réponse, c'est que je ne dirais pas que l'âge est nécessairement un facteur à lui seul. Mais ce qu'il y a, c'est que les personnes âgées sont plus à risque d'avoir différentes maladies qui, elles, peuvent contribuer au délire. Does that answer your question? Est-ce que ça répond à votre question? It's all pretty bad. If you have an old person, they're more at risk for many problems, right, including delirium. Ah oui. OK, they say thank you. Ce qu'elle vient de dire, c'est que ce n'est pas rose. Quand une personne est âgée, elle est à risque d'avoir presque tous les problèmes possibles et imaginables, malheureusement. Any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Doesn't seem to be more. So. Okay. Thank you for being so patient and for listening. And I wish you guys all the best as you return to your workday. They say thank you. Thank you. Merci. Elle vous remercie d'avoir été présent et d'avoir écouté avec patience et attention. Okay, bye everyone. Thanks, Aisha, and thanks, Doris, for... oh, you're welcome. I call that a pre-class. Oh, really?